L'Union européenne a mis des programmes d'appui, a mis à la disposition des experts et puis a ça, financé c'est le benchmarking. fondamental pour le développement à moyen et long terme du pays. Je suis M. Ondoa Frédéric Jean-Marie, je suis chef cellule de la formation et des systèmes d'information au sein de la division de la réforme budgétaire, elle-même au sein de la direction générale du budget du ministère des Finances. Oui, je dois dire que la collaboration avec l'Union européenne, elle est quasi permanente. Je dirais même qu'elle est traditionnelle parce que lorsque je prends service au ministère des Finances et à la division de la réforme budgétaire dans les années 2012-2013, l'Union européenne est déjà présente. En tout cas, moi, je la découvre. Fortement présente au niveau de la division de la réforme parce qu'à l'époque, il y avait un projet qui s'appelait le PARFIP, je crois que le projet d'appui à la réforme des finances publiques qui était appuyé par l'Union européenne et qui accompagnait le gouvernement camerounais à opérationnaliser le régime financier qui est un peu comme notre constitution financière qui énonce des principes, des règles. Et le PARFIP était donc un peu cette organisation-là qui devait permettre au gouvernement d'implémenter toutes les dispositions inscrites dans le régime financier. C'est pour ça qu'on parle de réforme. Donc, par la suite, l'Union européenne a continué d'accompagner le gouvernement, toujours à travers ce PARFIP-là, en mettant à disposition notamment des experts, des assistants, ce qu'on appelle généralement des assistances techniques. À travers donc, la présence de ces assistants techniques-là, on nous met à disposition des experts, des fonctionnaires de l'étranger, notamment ceux des pays devanciers, comme la France, comme le Maroc, comme la Belgique, qui viennent donc au Cameroun par l'entremise de ces projets d'appui pour nous édifier sur certains concepts que nous avons transposés ici au niveau du Cameroun et pour nous éviter peut-être de nous déplacer en groupe vers l'étranger. Et ces experts-là viennent donc nous édifier sur les réformes que nous, on souhaite mettre en place et que eux ils ont déjà mis en place et partager dans leur expérience les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer, partager avec nous les bonnes pratiques. Et je dois dire que c'est un exercice assez fructueux parce que ça nous fait vraiment gagner en formation parce que c'est un renforcement de capacité que de pouvoir échanger avec des personnes qui s'y connaissent. C'est comme discuter peut-être avec des personnes seniors qui ont déjà une certaine expérience, qui ont déjà un certain vécu. Et lorsqu'ils échangent avec vous, vous sautez en quelque sorte des années d'essai. Parce que eux, ils l'ont déjà fait. Et quand ils viennent vous partager leur expérience avec vous, ça vous permet de mieux appréhender les risques d'échec et de mieux savoir comment les gérer. Ce que eux, auparavant, n'ont pas eu la chance. Donc voilà un peu, moi, ma première entrée en contact avec l'Union européenne sur les questions des réformes. Et aujourd'hui, je dois dire que l'Union européenne continue d'accompagner le ministère des Finances et le gouvernement sur la question des réformes des finances publiques, en assurant son rôle de chef de délégation des partenaires techniques et financiers, parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne, c'est un partenaire technique et financier du gouvernement camerounais. Ça veut dire qu'il y a d'autres pays qui accompagnent le Cameroun sur les questions des réformes et l'Union européenne a un peu la charge de conduire la délégation des partenaires et dans ce cadre-là, c'est lui qui organise souvent les réunions concertées avec tous les autres acteurs et c'est comme ça que nous essayons de collaborer. Bien sûr, aujourd'hui nous sommes dans un appui multiforme de l'Union européenne parce que le premier élément et qui touche principalement la division de la réforme budgétaire parce que ma cellule n'existe pas, la cellule dont j'ai la charge n'existe pas en dehors de la division de la réforme budgétaire. Lorsque l'Union européenne vient appuyer les réformes, parce qu'il faut préciser aussi que le rôle de la division de la réforme budgétaire, c'est un peu de servir de cheville ouvrière aux réformes, parce que les réformes, elles sont transversales. Elles ne concernent pas que le ministère des Finances, elles ne concernent pas que la direction générale du budget. Il y a une pluralité d'acteurs qui interviennent et le travail et le rôle de la division de la réforme budgétaire, c'est donc de servir de liaison entre tous ces acteurs, de facilitateurs. C'est pourquoi nous, généralement, nous sommes le principal interlocuteur des partenaires techniques et financiers et donc de l'Union européenne
en matière de réforme, mais c'est aussi le cas sur les aspects techniques. Et c'est pour ça que nous considérons souvent, on a souvent cette terminologie qu'on utilise pour dire que la division de la réforme est un peu l'animateur des réformes. Donc, dans ce cadre d'animation, l'Union européenne vient souvent nous appuyer dans l'organisation de cette animation-là. Et c'est ce qu'on appelle souvent appui au pilotage. Donc, en ce qui concerne l'appui au pilotage, l'Union européenne nous aide à tenir les réunions avec les partenaires sur les questions des réformes. Donc, ça veut dire que pas seulement l'Union européenne, nous avons des cadres de concertation, Union européenne, FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Agence française de développement, coopération allemande, tous assis autour du même table, et c'est généralement à l'initiative de l'Union européenne qui assure dans ce rôle de chef de délégation, de lead, et qui facilite pour le côté des PTF l'interaction avec les partenaires. De notre côté, nous facilitons l'interaction avec le gouvernement en organisant aussi des concertations avec le gouvernement et les partenaires techniques et financiers à travers notamment les comités de pilotage des réformes, parce que nous avons 2 comités de pilotage qui sont présidés par le ministre et qui réunissent les partenaires, la société civile et le secteur privé, notamment le GCAM, pour être représentatif du patronat. Donc, dans ces instances-là, l'Union européenne nous accompagne justement en nous permettant donc d'avoir des contenus de décisions à prendre au niveau de ces instances de pilotage-là, parce que nous discutons, avant les comités de pilotage, nous discutons dans les concertations avec les différents bailleurs, quelles sont leurs préoccupations, quelles sont les préoccupations du gouvernement, comment est-ce qu'il faut les aborder, est-ce qu'on pourra avoir des éléments probants comme réponse lors des discussions, est-ce que ce sont des questions qui ne sont pas redondantes. Donc il y a tous ces aspects-là que nous essayons d'analyser en amont de ces comités de pilotage. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il y a un appui au pilotage. Ça, c'est en termes de concertation. Maintenant, en termes d'action proprement dite, l'Union européenne, toujours dans l'appui au pilotage, nous aide souvent à acquérir soit des ressources matérielles, soit des ressources humaines compétentes qui peuvent nous aider à mieux suivre les réformes, à mieux les diagnostiquer, à mieux, à mieux évaluer et mettre en œuvre les réformes. Je prends pour exemple la mise à disposition des assistants techniques. Comme je l'ai dit auparavant, ce sont des experts ou alors des fonctionnaires en activité dans les pays qui sont considérés comme en avance sur nous sur certains aspects. Donc l'Union européenne nous aide souvent à contractualiser avec eux pour qu'ils viennent faire soit 2 semaines, 1 mois ou sinon 1 semaine pour venir nous édifier ou nous accompagner sur un sujet précis. L'Union européenne a eu à nous soutenir dans ce sens, par exemple pour la réalisation de l'évaluation PEFA, qui est la méthodologie de diagnostic des finances publiques choisie par le gouvernement, parce qu'il y a plusieurs méthodes de diagnostic. Le gouvernement, depuis presque 20 ans, a choisi de travailler sur la méthodologie PEFA, qui est prônée par les plus grandes institutions internationales. Et pour contractualiser les experts labellisés PEFA, généralement, nous avons recours à l'Union européenne. Donc là, c'est un appui au pilotage, c'est un exemple concret. Et depuis 3 éditions déjà, parce que nous avons réalisé 3 évaluations PEFA déjà jusqu'à aujourd'hui, la première en 2007-2008, la deuxième en 2016-2017 et la troisième très récemment en 2022-2023. Donc à chaque fois, c'est fait en collaboration avec l'Union européenne qui nous aide à contractualiser, à finaliser les thèmes de référence, à mobiliser les ressources pour payer les experts et à tenir même les concertations avec le gouvernement dans le cadre de cette activité. Vous avez d'autres appuis que l'Union européenne aussi fait dans le sens de renforcement des capacités du personnel de la division de la réforme, puisque les réformes, c'est très complexe, c'est souvent avant-gardiste, ce sont des choses souvent qui ne sont pas faites dans notre pays, et très souvent, l'Union européenne finance soit des voyages de benchmark pour aller voir ce qui se fait ailleurs, soit des formations, recrute des experts qui viennent au pays, qui nous expliquent ce que la réforme envisagée veut dire, quelles sont les attentes, les enjeux, les contraintes, et qui nous aident aussi à maîtriser un certain nombre de concepts. L'Union européenne nous accompagne aussi pour élaborer les documents didactiques et méthodologiques, à l'instar des guides, des manuels, et là aussi avec l'appui de certains experts. Il y a un aspect appui sur les équipements matériels. Là, l'Union européenne a souvent eu à nous fournir notamment des ordinateurs portables, des laptops ou tout autre matériel qui pourrait nous aider dans le déploiement de la division. Au-delà de cet accompagnement que nous pouvons dire appui au pilotage, il y a ce qu'on peut appeler des appuis sectoriels ou des appuis spécifiques qui sont, elles, liés à des aspects de la réforme.
On a par exemple au niveau de la Chambre des comptes, je pense que vous irez là-bas, il y a un appui permanent en assistance technique dans la mesure où l'Union européenne a permis le recrutement d'un expert, un ancien haut fonctionnaire français, qui séjourne quasi permanemment au niveau de la Chambre des comptes pour les assister et partager avec eux l'expérience française dans toutes les activités qu'ils réaliseront à leur niveau. Et on a au niveau du Parlement aussi, un appui spécifique en assistance technique permanente aussi, ou un expert aussi, un haut commis de l'exécutif français qui a été mis à la disposition notamment de l'Assemblée nationale pour accompagner l'Assemblée nationale à mieux maîtriser ces nouvelles fonctions liées aux réformes. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Oui, il y a toujours des défis dans tout ce qu'on fait. Je pense qu'il y a toujours des marges de progression, il y a toujours des interpellations. Et je pense que la principale, c'est les concertations. Les concertations, parce qu'il faut dire que la réforme est au centre de beaucoup de choses. Mais la réforme n'est pas la priorité des choses. Je dis ça dans le sens où faire de la réforme, c'est changer les habitudes, c'est changer des comportements, c'est changer des outils, des techniques. Et c'est souvent difficile parce que on aime souvent dire dans la réforme, il y a la résistance au changement. Et la résistance au changement, c'est pas seulement aux bénéficiaires des réformes, c'est aussi même à ceux qui pilotent. Donc ça veut dire les partenaires techniques qui nous accompagnent, nous le Cameroun, mais aussi nous-mêmes, parce que nous sommes interpellés par plusieurs travaux au quotidien et souvent pour avoir des plages horaires disponibles, c'est souvent très compliqué et je pense que même l'équipe de reportage d'aujourd'hui en a un peu souffert. Donc on s'est dit qu'il y a principalement ce défi-là, la capacité à pouvoir se concerter rapidement, et de manière productive, parce que souvent on organise des réunions, tout le monde n'est pas là, ou le quorum n'est pas atteint, ou on est obligé de reporter, on fait des visios, et la visio c'est pas toujours très interactif, donc il y a problème de connexion. Donc si je dois tirer du chapeau un défi majeur, je dirais la difficulté à se concerter de manière régulière et à brève échéance, mais sinon les moments de rencontre sont assez sanctuarisés. On arrive quand même à les tenir, notamment autour des comités de pilotage. On arrive à tenir, mais en dehors, c'est souvent très laborieux. Mais je pense que c'est un défi. Et s'il faut rajouter à cela, un autre défi dans cette collaboration-là, c'est le fait qu'on n'a pas toujours la visibilité sur toutes les interventions de nos partenaires techniques et financiers. Quand je dis on n'a pas toute la visibilité, ça veut dire qu'on n'a pas souvent la cartographie de leurs interventions. Donc souvent, on se retrouve dans des chevauchements d'interventions. Ça veut dire que plus concrètement, aujourd'hui, on peut avoir, la division de la réforme peut bénéficier d'une formation de l'Union européenne et le FMI prévoit faire la même formation dans 2 ou 3 mois. Alors que nous avons des cas de concertation où on peut discuter de tout cela et éviter de se marcher sur les pieds. Parce que les besoins sont nombreux, ça ne sert à rien d'avoir la même cible d'action. Donc voilà les 2 défis que je peux citer à la ramasse comme ça. Depuis que moi je suis dans les réformes, je vois de manière récurrente, permanente et très soutenue l'Union européenne, dont c'est déjà de leur dire merci, parce que c'est pas une obligation, il faut le dire que c'est un engagement, certes, mais on est quand même face à des interlocuteurs à l'écoute et soucieux de voir les réformes avancer. C'est déjà beaucoup pour nous, en tout cas nous qui sommes à la division de la réforme, donc c'est l'occasion de remercier l'Union européenne pour son accompagnement constant et permanent. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer pour l'avenir? C'est toujours aller plus haut, toujours aller plus haut et toujours faire mieux, d'avoir plus d'accompagnement, d'appui sur les questions de renforcement des capacités, parce que ce qu'on a quand même constaté, c'est que les assistances techniques, c'est bien, les formations aussi, c'est bien, mais les immersions, c'est mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a plus besoin d'avoir des personnels, notamment de la division de la réforme, qui soient immergés dans les environnements avancés. Ça veut dire qu'être soit au Maroc, soit au Ghana,
soit en France ou en Côte d'Ivoire ou en Belgique, dans des pays qui sont suffisamment avancés sur les aspects de réforme, et des personnels qui séjournent dans les services qualifiés pour apprendre le travail. Parce que lorsque vous faites une formation, c'est 1 semaine, 2 semaines maxi. Bon, c'est de la théorie, avec un peu de pratique théorique, parce que c'est sur des tableaux, c'est pas le travail concrètement. Donc, c'est pas toujours assimilable séance tenante. Alors que si vous faites 1 mois, 2 mois, à ne faire que ça, à ne discuter qu'avec les personnes interpellées, le message passe mieux et vous êtes plus à même de pouvoir transposer ça dans notre environnement. Donc c'est un défi du gouvernement, mais c'est un défi sur lequel, puisque l'Union européenne est avec nous sur le renforcement des capacités. L'autre défi, c'est aussi c'est de voir l'Union européenne aussi sur la question des systèmes d'information. Je suis chef cellule de la formation des systèmes d'information, donc vous comprenez pourquoi je suis un peu formation. Système d'information, c'est de souhaiter qu'ils soient aussi sur les systèmes d'information, parce que on a de grosses limites à ce niveau-là, au niveau du système national du Cameroun, des finances publiques, et aujourd'hui rien ne se fait sans les systèmes d'information. Donc il faut digitaliser. On n'a pas assez d'expertise, pas assez de projets à succès qui peuvent nous rassurer sur une démarche qualitative dans ce domaine-là. Donc on a besoin de ce qui se fait de mieux, et ce qui se fait de mieux coûte très cher. Donc c'est pour ça que le gouvernement seul souvent ne peut pas supporter un certain nombre de charges, et c'est dessus que nous attendons les... Voilà, c'est parfait. J'ai envie de me retourner, peut-être pour qu'on lise. The Modern Public Finance Management System for Prosperous Cameroon. C'est simplement de dire que on ne fait pas de réforme déjà pour le plaisir de le faire. C'est pas un fantasme, c'est pas une lubie, j'aime souvent le dire. On ne fait pas la réforme pour la réforme. On fait la réforme parce qu'il y a eu une situation assez critique et qui nous amène à changer vers quelque chose qui se fait de mieux. La réforme des finances publiques, elle est là aujourd'hui, on en parle aujourd'hui avec beaucoup d'emphase, parce que le Cameroun a connu une période sombre dans les années 80-90 qui s'est achevée en 2006 avec l'atteinte du point d'achèvement. Donc ça, c'est très important à rappeler, et c'est très important aussi à rappeler qu'il y a eu la dévaluation du franc CFA qui a découlé de cette crise. Il y a eu la fermeture de beaucoup d'entreprises publiques, la fermeture de beaucoup d'entreprises même privées, la réduction des salaires de beaucoup d'agents publics, quasiment par 3, voire par 4. Donc vous voyez que dans un contexte assez critique sur le plan social, c'est les finances publiques, mais ça a une incidence sociale très grave, parce que les gens perdent leur emploi, les gens perdent leurs revenus, et c'est très compliqué de ne pas pouvoir, que l'État ne puisse pas répondre à ses engagements. Donc il faut que les citoyens, que je suis aussi, et c'est pour ça que en étant dans la réforme, je l'ai compris. Il faut que les citoyens comprennent que le Cameroun a traversé une crise grave dans les années 80 et 90, et que la volonté de nos dirigeants, c'est simplement de se dire que plus jamais ça. On ne devrait plus retourner, se retrouver dans cette situation. Et c'est pourquoi les finances publiques doivent être réformées, modernisées, pour plus de transparence, pour plus d'efficacité et pour plus de responsabilité des acteurs. Voilà un peu le triptyque sur lequel repose la réforme. Et c'est simplement de dire qu'il n'y a peut-être pas de perception sur le plan des politiques publiques en termes de développement. Mais nous pouvons vous rassurer que grâce aux finances publiques, et c'est depuis plus d'une vingtaine d'années, nous constatons quand même que le Cameroun a un budget qui est public. Le Cameroun a des projets, il y a des infrastructures. Il y a certainement beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pour dire que nous ne sommes pas en situation de crise. C'est déjà un exploit en soi et nous devons en être fiers. Maintenant, comme pour toute chose, tout est à parfaire. Il faut faire mieux et il faut faire davantage. Et c'est pourquoi la réforme aussi est là pour pousser l'administration en interne à faire mieux. Nous, on est un peu la brebis noire du troupeau, parce que nous sommes toujours dans des diagnostics froids et dans l'interpellation de nos hautes autorités pour dire attention, on a
on est à tel niveau, il faut améliorer. Attention, c'est ça le travail de la réforme. Et ce qui fait que nous ne sommes pas toujours appréciés dans nos prises de position, mais c'est pour rassurer les Camerounais, les citoyens, qu'aujourd'hui, vous voyez, on est capable d'avoir la loi de finances dans les journaux, sur les sites. C'est le fruit de la réforme. On peut avoir toutes données sur les finances publiques en allant sur le site du ministère des Finances, en allant sur les nombreux sites de ces différentes composantes, Direction générale du budget, Direction générale des impôts, Direction générale des douanes, Direction générale du trésor. Vous allez trouver l'information sur les finances publiques. C'est dit que le citoyen doit avoir l'information, doit avoir la connaissance de ce qui se fait. Et je pense que c'est une grosse avancée et ça va aider à pousser le gouvernement aussi à faire davantage. Et c'est pourquoi nous pensons que la réforme est importante et que les Camerounais doivent s'y intéresser et suivre cette actualité-là.